Bonsoir à tous, merci d'être à ce rendez-vous. L'émission, le dossier de la semaine, lève l'ancre ce soir donc avec pour invité le procureur spécial de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, Monsieur Ali Touré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Toumane. Et l'agent judiciaire de l'État, Maître Mohamed Sampil, merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ansman Toumani Kamara. Bien, m'accompagne sur ce plateau Daouda Mohamed Kamara de Espace TV. Merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un honneur. Merci. Amadou Kendessa Diallo du site Guinée News, merci d'être là. Bonsoir, c'est un plaisir. Merci à vous les invités, vous qui avez répondu à cette invitation pour suivre avec nous. Ce soir, le thème central, c'est la moralisation de la gestion publique. Vous le savez, l'un des chantiers, le grand chantier du CNRD, c'est bien la moralisation de la gestion publique. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine? Quels sont les résultats attendus et quels sont les secteurs concernés par la moralisation? Nous en parlons avec nos deux invités, mais avant, nous sommes partis dans la rue pour recueillir les impressions des citoyens. La CRIEF est capable parce qu'elle est composée de cadres supérieurs qui ont fait des études de magistrature. En fait, ce sont des magistrats qui se sont retrouvés là-bas et les magistrats sont indépendants. Le CNRD, le président de la République, ne fera que valider le concept qui est validé maintenant. Travailler correctement, ça incombe au magistrat, pas au président de la République, pas au CNRD. Parce que c'est une pierre où chacun doit poser pour construire ce beau pays. Donc, s'il y a manquement de la part de ces magistrats, et je me dis qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont la question morale de travailler comme il se doit. C'est un soubassement qu'ils sont en train de faire et ils vont quitter. Mais une fois que le soubassement est bien solide, tout président qui viendra maintenant aura la facilité de gérer le pays sur le plan financier. Mais il faut renforcer. C'est la justice. Bien sûr, ça fait mal. La prison, c'est le dernier rempart. Sans quoi personne ne veut aller en prison. Tout ça. Mais le bien public, quand c'est mal géré aussi, on est tous perdants. Ma question s'adresse à Monsieur le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Aujourd'hui, on a la question qui nous vient, c'est bien de savoir vos actions de poursuite sont circonscrites. Est-ce que dans un temps de gestion, en tout cas de 58 à 2021, septembre 2021 à la prise du pouvoir, où vous circonscrivez vos actions à partir de 2010, où exactement vous êtes? Et est-ce que, je vais insister sur l'autre question, n'y a-t-il vraiment pas des personnalités visées dans vos démarches? Je vous remercie par rapport à votre question. Pour répondre à cette question, il faut comprendre les actes de création de la CRIEF. La CRIEF a été créée suivant deux actes. Le premier, c'est l'ordonnance numéro 007, en date du 2 décembre 2021. Et le second, c'est l'ordonnance numéro 008, en date du 6 décembre 2021. L'ordonnance numéro 008 est venue un peu compléter les compétences de l'ordonnance numéro 007. Et dans cette ordonnance, notamment au niveau de l'ordonnance numéro 007, il est dit que les actes poursuivis par la CRIEF, les infractions poursuivies par la CRIEF sont imprescriptibles. Qu'est-ce que ça veut dire? En droit, je parle sous le contrôle des juristes, des magistrats et des avocats, en tout cas tous spécialistes du droit, une infraction, lorsqu'elle est commise, si elle n'est pas poursuivie, en fonction de son degré, au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus la poursuivre. Lorsque c'est une contravention, au bout d'un an, si vous ne la poursuivez pas, c'est prescrit. Quand c'est un délit, au bout de 3 ans, si vous ne la poursuivez pas, c'est prescrit, vous ne pouvez plus. Quand c'est un crime, au bout de 10 ans, si vous ne poursuivez pas, c'est prescrit. C'est toutes ces barrières que l'ordonnance numéro 007 et 008 ont balayé carrément, pour dire que la compétence de la CRIEF par rapport aux infractions est imprescriptible. Ça veut dire quoi? Que toutes les infractions, lorsqu'elles sont du domaine de la CRIEF, peuvent être poursuivies, même si elles ont été commises 50 ans en arrière, 60 ans en arrière. Il suffit juste d'avoir les indices, les preuves, pour pouvoir les poursuivre. Et la seule condition à ce niveau, c'est que
des infractions rentrent dans le domaine de compétences de la CRIEF. On a comme l'impression que vous avez certes peut-être des preuves, mais elles ne sont que dans les 10 dernières années de gestion de notre pays, parce que ce sont ces personnalités qui sont aujourd'hui les plus inquiétées que les régimes précédents. Là, je regrette, vous faites un mauvais calcul, parce que vous n'avez pas, si vous voulez, la statistique des dossiers au niveau de la CRIEF. Aujourd'hui, nous sommes à 80 dossiers, 81 aujourd'hui, parce qu'il y a un dossier qui est venu qu'on a ajouté. Ça fait donc 81 procès-verbaux. Sur les 81, 15 concernent les gestions avant 2010. 15 dossiers sont là avant 2010. C'est le dossier de Erguiné, par exemple, le dossier de démantèlement des rails, ainsi de suite. Plusieurs autres dossiers. Et le fonds coton, ainsi de suite. Il y a plusieurs dossiers qui sont là avant 2010. Donc, il suffit juste de voir les statistiques de la CRIEF pour s'en rendre compte. Peut-être que le commun des mortels ou dans un élan de buzz, les journalistes pensent qu'on s'attaque simplement à la gestion de 2010. C'est vrai, à partir de 2010, il y a eu des gestions catastrophiques. Et ça, c'est à outrance. Ça, c'est ce qui a heurté peut-être. Je m'excuse, j'en viens, je n'ai pas fini. En le disant, on a bien raison. Oui. Je vous laisse terminer. Oui. Ce qui a peut-être marqué l'esprit des Guinéens, c'est qu'à partir de 2010, jusqu'à nos jours, la gestion qui a été faite est catastrophique et scandaleuse. C'est ce qui est peut-être, ou qui hante l'esprit des Guinéens. Sinon, il y a eu des délits économiques, des détournements qui sont passés avant 2010, mais que nous sommes en train de poursuivre. Des cas de corruption également. Donc, notre action ne se circonscrit pas seulement dans une période 2010 à nos jours, non, ça peut être bien avant. Ça peut être bien avant. Si j'appuie ma question, vous allez me permettre, M. Toumani Camara, j'appuie ma question. Vous avez plus de 80 dossiers, vous le dites, mais on a plus d'engagement de votre côté sur les personnalités des dernières années que les années précédentes. Aujourd'hui, on a plus en prison, pour ne pas dire qu'en prison, que les gestionnaires des dernières années, que les autres qui aujourd'hui qui sont en quelque sorte en sorte de liberté. Vous savez, ça, c'est dû à quoi? Non. C'est dû au choc que ça a causé dans la tête du peuple de Guinée. Le choc entre 2010 à nos jours est plus récent que le choc ou les chocs antérieurs. Et une infraction, c'est un trouble grave à l'ordre public. Quand c'est comme ça, attaquez-vous aux troubles les plus pressants pour pouvoir leur donner un remède. Après, vous retournez de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui s'est passé également. Mais notre engagement est le même. Que ce soit les dossiers d'avant 2010 ou après 2010, l'engagement est le même. Nous sommes en train de poursuivre avec la même énergie, mais c'est les temps de poursuite, les dossiers qui ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais l'engagement est le même. Monsieur Camara, vous devez comprendre que la machine judiciaire est un processus. Absolument. Certains de nos compatriotes critiquaient la CRIEF hier de ne retenir que les dossiers du régime d'avant 2010. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit qu'il y a un acharnement contre les dignitaires, les anciens dignitaires du régime de fer. Donc, la CRIEF n'est pas là de façon temporaire. Nous estimons, compte tenu du bon travail qu'elle est en train d'accomplir, c'est une juridiction qui survivra à la transition. Ça, j'ai cette certitude absolue, parce que ce sont les Guinéens, si quelqu'un voudrait la supprimer, qui réclameront la CRIEF après la transition. Donc, soyez rassurés que la CRIEF fera son travail et elle examinera tout dossier dont elle sera saisie. Maître Sampil, l'agent judiciaire de l'État, à votre prise de fonction, vous avez affirmé que la tâche vous paraît immense, mais les défis ne sont pas impossibles à relever.
Aujourd'hui, 9 mois après, je pense, après votre prise de fonction, quels sont les grands actes que vous avez posés? C'est la première question. La deuxième question, quel est ce lien de complémentarité qui existe entre la CRIEF et l'Agence judiciaire de l'État? L'Agence judiciaire de l'État, comme je l'ai rappelé, est un service de la présidence de la République placé sous l'autorité du chef de l'État, rattaché à la faveur du décret 059 portant réorganisation de la présidence de la République au secrétariat général de la présidence de la République. Et qui s'occupe du contentieux judiciaire de l'État. Je l'ai indiqué tout à l'heure, tant en demande qu'en défense. Mais c'est aussi l'agent de recouvrement des créances de l'État. Et l'agent judiciaire de l'État est le conseiller de l'État en matière judiciaire, en toute matière judiciaire. Donc, pour revenir à votre question, nous l'avions indiqué lors de notre prise de fonction que nous sommes déterminés à relever les défis. Les défis sont certes immenses, mais pas impossibles à relever. La première tâche prioritaire par laquelle nous avions commencé, c'était le toilettage du texte portant organisation et attribution de l'agence judiciaire de l'État. Ça a été un travail titanesque, fastidieux, mais à date, ce projet est sur la table du chef de l'État et attend sa signature. Nous l'espérons dans les prochains jours. Ceci dit, nous n'avons pas attendu sous le prétexte que les textes étant obsolètes, inadaptés, il faut croiser les bras. Parce que la volonté politique du CNRD, à sa tête, colonel Mamadi Doumbouya, nous a mis sous une forte pression. À notre arrivée aux affaires, nous avons trouvé déjà 75 dossiers que j'appelle dossiers du dégel. Nous devrions donc commencer sans attendre le travail par ces dossiers. Parce que c'est des dossiers qui tiennent à cœur au chef de l'État. Mes cadres et moi, nous nous étions mis à la tâche. À date, sur les 75 dossiers transmis par le chef de l'État, 64 sont portés devant les juridictions d'instance. Je veux parler de Kaloum, les tribunaux de première instance de Kaloum, de Dixine et de Mafanko, mais également devant la CRIEF. Monsieur le procureur est là, il peut le témoigner. Au-delà de ces dossiers, nous avons reçu plusieurs dossiers de l'inspection générale d'État sur lesquels nous avons minutieusement travaillé et que nous avons portés devant la CRIEF. À date, comme il l'indiquait, nous sommes à plus de 80 dossiers aujourd'hui pendant devant la CRIEF. L'agent judiciaire de l'État a été un grand fournisseur dans ce domaine. Monsieur le procureur spécial le reconnaîtra. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Le chef de l'État a voulu que nous nous associons aux activités du CNRD dans le cadre de la récupération des domaines spoliés de l'État. À date, vous êtes journaliste, vous le constatez, vous l'avez suivi, plusieurs de ces domaines sont rentrés
dans le portefeuille de l'État. Donc, notre bilan, nous ne pouvons pas trop nous en réjouir parce que le temps que nous avons eu est très court. Nous n'avons pas encore fait une année de prise de fonction. Nous avions été nommés le 10 novembre, installés le 11 novembre, mercredi 10 novembre, installés le jeudi 11 novembre et le vendredi 12 novembre, nous nous sommes immédiatement mis à la tâche. Donc, ce que nous avons comme bilan aujourd'hui, en raison du temps très court que nous avons mis au niveau de ce service, n'est pas très élogieux, mais il me paraît élogieux. Bien, pour la transition, on parle de 36 mois comme durée et la justice suit le cours normal de ses activités. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que, puisqu'il est question de moraliser la gestion publique, peut-être qu'au soir de cette transition, on aura accès à cette administration vertueuse, à ces cadres qui respectent les biens de l'État. Est-ce que aussi la justice va un peu suivre la cadence pour mieux traiter beaucoup de dossiers et que le Guinéen prenne conscience? Si vous parlez ainsi, moi je ne serais pas d'accord. La justice ne va pas suivre la cadence. Okay. La justice fait la cadence. Parce que la moralisation de la gestion de la chose publique, c'est l'apanage exclusif de la justice. C'est ça le rôle de la justice en fait. Mais la grande crainte aujourd'hui, est-ce qu'après la transition, vous serez encore sur la même lancée pour poursuivre? C'est ce qu'il est en train de vous dire. La CRIEF et toutes les autres juridictions vont survivre à la transition. Vous savez, avant la création de la CRIEF, les compétences étaient disséminées au niveau des différentes juridictions ordinaires. Voyez-vous, ce sont les quelques compétences qu'on a recueillies, qu'on a conférées à la CRIEF. Aujourd'hui, on est en train de travailler, mais après la transition, la CRIEF va survivre pour continuer de travailler. Aujourd'hui, l'esprit qui a prévalu à la création de cette institution, c'est quoi? C'est de trois sortes. Le premier esprit, c'est d'abord de poursuivre tous ceux qui ont spolié de près ou de loin un quelconque bien de l'État. L'objectif étant de ramener la plus grande partie dans le portefeuille de l'État, rendre à l'État ce qui lui a été spolié. Le deuxième esprit qui a prévalu, c'est la moralisation de la gestion de la chose publique. Moraliser la gestion de la chose publique veut dire quoi? Que chaque personnalité, chaque cadre qui se voit confier une parcelle de responsabilité doit avoir à l'esprit, si vous voulez, la redevabilité. Il doit savoir qu'il doit rendre compte de sa gestion parce qu'il y a un contrôle a posteriori. Et quand c'est comme ça, vous êtes sûr qu'après vous, on viendra contrôler et qu'il y a un organe, il y a une institution qui est chargée de réprimer des comportements délictueux par rapport à ce que vous avez fait. Je pense que quand vous avez cet esprit, ce que vous avez à gérer, vous le gérez correctement. Le troisième objectif, c'est de décourager les éventuels candidats à ces genres d'actes. C'est cela d'ailleurs tout l'impact de la CRIEF. C'est là que ça me plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous avons écrit aujourd'hui au ministre de la Justice à l'effet d'intercéder auprès de ses homologues ministres pour que tous les PRMP des différents départements ministériels, les PRMP, c'est les personnes responsables des marchés publics. Elles existent dans les structures des départements ministériels. Oui, oui. Pour que ces personnalités nous remontent tous les dossiers d'appel d'offres, les procès-verbaux de dépouillement des offres, pour que nous puissions avoir un contrôle sur le mécanisme de passation de ces marchés et voir à qui le marché a été attribué. Est-ce que ça lui a été attribué dans les règles de l'art? Est-ce qu'il n'y a pas eu corruption en fait? Voyez-vous, ces actes sont en train d'être posés. Tout ça, c'est pour ne pas qu'il y ait de la corruption maintenant dans la passation des marchés publics. Et là, ce sont des actes très forts qui vont dans le cadre de la prévention de la corruption en matière de passation de marchés publics. Voyez-vous, donc moi je pense que la justice ne suivra pas la cadence, la justice fera la cadence, et notamment la CRIEF. Nous serons au cœur de la moralisation de la vie ou de la gestion de la chose publique. Parce qu'il y a eu trop de laisser-aller.
Voyez-vous, depuis 1984, on n'a pas de juridiction chargée de punir ces genres de comportements, Oui, même si c'était disséminé au niveau des juridictions ordinaires. Oui, la question c'est juste à ce niveau, puisque avec les régimes précédents, il y avait cette pression électoraliste. Un président qui est élu ne va pas du tout aimer prendre quelqu'un, un influent qui vraiment mobilise des gens, des électeurs pour lui. Et vous, avec la transition, c'est une exception de la République. Est-ce que ceux-là qui vont venir ne seront pas encore dans la même logique électoraliste? Il suffit juste d'imprimer le tempo. Okay. Ceux qui viendront vont suivre. En fait, c'est un système qu'il faut créer. Créer un système ne veut pas dire changer à tout moment, non, mais faire savoir aux Guinéens, aux cadres guinéens, qu'ils ne sont pas nommés pour se satisfaire eux-mêmes. Moi, mon objectif aujourd'hui à la tête de la CRIEF, c'est que quand un individu est nommé ministre, quand un individu est nommé directeur général, que de s'extasier à son domicile, que d'organiser une très grande fête, que les gens, au contraire, s'inquiètent. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il sera à la hauteur de la tâche? Est-ce qu'il va gérer sainement et sereinement ce qui lui est confié? Donc, que les gens viennent pour applaudir, ceux qui viendront lui apporter des conseils pour la gestion de ce qui lui a été confié. C'est cela notre combat aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il y a eu trop de laisser-aller, comme je vous l'ai dit. Avant 1984, il y avait un tribunal économique. Je n'étais pas là, mais j'ai lu l'histoire quand même. On nous a raconté comment ça s'est passé. La chose publique était sacrée. Personne n'osait toucher. Parce que quand vous construisez un immeuble, on voit que vous avez suffisamment de biens, mais vous répondez devant le PRL. Le PRL, à l'époque, c'était le pouvoir révolutionnaire local. Vous vous expliquez comment vous l'avez eu. L'enrichissement illicite n'existait pas. Mais après ça, tout est tombé à l'eau. Et quand on nomme quelqu'un aujourd'hui ministre, ses parents, quand on le démet de ses fonctions, le bilan c'est quoi? S'il n'a pas de maison, mais c'est un maudit. Comment il peut être ministre et être démis de ses fonctions? Il n'a même pas une maison. Il a été ministre pourquoi? Comme si il est devenu ministre pour venir s'enrichir. Alors qu'on vous nomme ministre pour venir aider le pays à sortir de l'ornière. Mais est-ce que vous veillez en ce moment sur la gestion des ministres actuels? Absolument. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a écrit au ministre de la Justice pour qu'il remonte au niveau de ses collègues pour nous ramener les documents, tous les documents de passation des marchés. On va commencer par là. La petite expérience que moi j'ai eue à la tête de la CRIEF, tous les détournements faramineux, on s'est amusé, on était assis dans l'ordinateur. Quand on a pris la machine à calculer, elle n'a pas pu parce que les chiffres étaient énormes. On était allé dans l'ordinateur pour calculer le manque à gagner de la Guinée. Et on s'est amusé à voir si tout ce qui a été spolié là était retourné à l'État. Je vous assure, monsieur Camara, la Guinée peut payer les chômeurs. On peut payer les gens qui chôment en attendant qu'ils aient du travail. Notre pays est capable de le faire. Mais pourquoi on ne peut pas? Vous savez, c'est parce que ceux à qui on a confié la gestion n'ont pensé qu'à eux, n'ont pensé qu'à faire des buildings, qu'à avoir des Eldorado à l'extérieur du pays. Mais tout ça va être ramené dans le portefeuille de l'État, Inch'Allah. L'objectif qui me paraît très cher au chef de l'État, c'est que le Guinéen doit se sentir astreint à la redevabilité. Okay. Quand on est nommé à un poste, c'est qu'on doit penser d'abord au pays avant de penser à sa personne. Autrement dit, on est là pour servir le pays, pas pour s'en servir. À ce rythme-là, je le redis en répondant à votre question, M. Camara, la CRIEF s'imposera à tout régime qui viendra après la transition. Mais monsieur l'agent judiciaire de l'État, avant de donner la parole à Daouda, tout récemment, il y a eu cette évaluation des différents départements ministériels, mais comme à l'accoutumée, les résultats sont restés dans les tiroirs, ce n'est pas rendu public. Comment on peut encourager la redevabilité avec ce que nous prenons comme étant la volonté d'aller vraiment vers une autre... Non, mais pas du tout, monsieur Toumani. On vient d'avoir un nouveau Premier ministre. Non, avec l'ancien, il y a eu évaluation. Mais attendez, oui. Vous avez suivi son discours.
Mais l'État, c'est quoi? C'est la continuité. Le chef de l'État est clair. Il l'a dit et redit. Personne ne sera protégé. Vous êtes nommé pour servir votre pays, pas pour vous en servir. Que tous les Guinéens comprennent ça. C'est un message clair à tous les gestionnaires d'un pan de la chose publique. Est-ce qu'il ne revenait pas à vous, l'agence judiciaire de l'État, de dire à l'ancien, rendez publique cette évaluation des membres du gouvernement pour permettre à la population qui fait quoi dans ce gouvernement de transition? Mais c'était un processus. Nous pensions que c'était en cours. Entre-temps, l'ancien est tombé malade, indisponible pour raison, n'est-ce pas, de santé. Il fallait nommer quelqu'un d'autre à sa place. Et le chef de l'État, c'est un homme d'action. Il n'a pas voulu attendre. Il a nommé un nouveau Premier ministre. N'allons pas vite en besogne. Attendons de voir, M. Camara. Moi, puisqu'on est allé sur l'aspect global, je voudrais qu'on touche un peu individuellement certains dossiers que vous poursuivez aujourd'hui. On a le regretté cas, c'est bien le cas de Luceni Camara. Moi-même, je suis allé jusqu'à faire un post. J'ai dit la CRIEF doit nous dire exactement ce que la famille de Luceni Camara est en train de dire, qu'il est resté en prison à cause de 20 millions de francs guinéens. Que la CRIEF nous dise, est-ce que c'est ça la réalité ou le dossier il est plus lourd que cela? Et l'autre aspect, on a vu d'autres cris également au sein aujourd'hui à partir de la prison. Le cas notamment de Souleymane Traoré, l'ancien directeur général du FER, de qui on apprend, autour de qui on apprend qu'il n'a jamais été entendu sur les faits, je vais dire au fond. Qu'est-ce qu'on peut savoir? D'abord sur le cas spécifique de Luceni Camara et ensuite Souleymane Traoré. Je vous remercie. Moi, je m'incline humblement devant la mémoire de M. Luceni Camara. Je prie Dieu qu'il ait pitié de son âme. Pour ce cas spécifique, je suis catégorique là-dessus. Luceni Camara est allé en prison le 27 avril 2022. Le 27 avril 2022. Le 2 mai 2022, il a bénéficié d'une ordonnance aux fins d'hospitalisation. Du 27 avril au 2 mai, si vous savez compter, il n'y a que 5 jours. Il n'a pas fait une semaine en détention. Non. Je suis catégorique. Il n'a pas fait une semaine en détention. Il n'a fait que 5 jours. Le 2, il est allé à l'hôpital. Et depuis le 2 mai, il est au service cardiologie de Ignace Dine. C'est à sa mort qu'il est sorti de là-bas. Il n'a jamais retourné à la maison centrale. Il n'a été jamais réintégré. Il a passé tout ce temps à l'hôpital, à la cardiologie. C'est pourquoi, quand le décès est survenu, on m'a appelé. J'ai dit d'accord, mais je veux avoir le dossier médical de M. Luceni Camara. Parce que quelqu'un qui est hospitalisé depuis plus de 3 mois pour des raisons de maladie cardiaque, si il est sous surveillance constante médicale, un AVC, ça peut s'éviter. Et c'est pourquoi moi, je veux avoir le dossier médical de M. Luceni Camara. Je vais l'étudier parce que je vais ouvrir une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est jamais décédé en prison, non. Il est décédé dans son lit d'hôpital à Ignace Dine, hospitalisé depuis le 2 mai 2020. Il a été refusé une évacuation, nous dit-on. L'évacuation n'a jamais été demandée. Allez consulter les documents. Allez consulter les documents. Moi, je suis procureur. Quand il y a une demande qui vient devant les juges, on me la communique pour mon avis. Mais je n'ai jamais eu un avis, à donner sur une quelconque évacuation concernant M. Luceni Camara. Non. Qu'en est-il du montant? Les compétences de la CRIEF, vous avez parcouru, je revenais sur ça, vous avez parcouru l'ordonnance qui crée la CRIEF. Une personne, monsieur l'agent judiciaire est là, il a fait poursuivre plusieurs personnes. 50 millions, 900 millions. Tant que ça ne fait pas 1 milliard, il n'envoie pas la CRIEF. Tant que ça ne fait pas 1 milliard, il n'envoie pas la CRIEF. On ne peut pas poursuivre un individu pour 20 millions à la CRIEF. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
ce que les gens sont en train de dire, le dossier de... Il n'est pas seul dans ce dossier, ils sont 5 dans ce dossier. Le montant principal reproché par rapport aux poursuites primaires, c'est 15 milliards de francs guinéens. Et ces 15 milliards-là, c'était par rapport à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Mais il y a d'autres faits qui ont été découverts. Après, je ne rentrerai pas dans le secret de l'instruction ici. Mais ce n'était pas pour 20 milliards. 20 millions, je m'excuse. Il est dans un dossier dans lequel le principal montant est de 15 milliards. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important aujourd'hui, que les Guinéens sachent, c'est qu'on ne lui a pas refusé l'hospitalisation. Il n'a pas fait une semaine en détention. Dès le 5e jour de sa détention, il est parti à l'hôpital. C'est là qu'il était. Même son dernier jour d'interrogatoire, c'est de l'hôpital, on l'a envoyé devant le juge et on l'a retourné à l'hôpital. Il n'est même pas passé par la maison centrale. Il faut qu'on le sache. Souleymane Traoré. Je reviens sur le cas Souleymane Traoré rapidement. Je tombe des nues quand on me dit qu'il n'a jamais été entendu au fond. D'accord, il peut le dire. Mais vous, vous êtes des journalistes, vous êtes investigateurs en plus. Moi, je suis prêt à vous ouvrir ce dossier sur la foi de mon serment. Et je vous parle sous serment. Souleymane Traoré a été interrogé au fond par 2 fois. Il a eu une première interrogatoire au fond. Quand il a eu des déclarations, on a fait appel aux témoins qui ont déposé, qui ont été auditionnés. Sur la base de ces témoignages, il a été interrogé à nouveau, donc 2 fois au fond. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que lorsqu'il a demandé pour la première fois la liberté, ça lui a été accordé devant la chambre de l'instruction, mais moyennant paiement d'une caution de 50 milliards, parce qu'il est reproché de plus de 80 milliards de gestion. Lorsqu'il a dit qu'il n'est pas d'accord par rapport à cette caution, on est allé devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qui est l'instance supérieure de la chambre de l'instruction. Cette chambre a compressé le montant de la caution en la ramenant de 30 milliards et de 50 milliards à 30 milliards et a ordonné la liberté de Souleymane Traoré. Et depuis plus de 2 mois ou 3 mois même, l'ordonnance là est là-bas. Pour nous, Souleymane Traoré est en liberté, sauf qu'il doit payer cette caution. Parce que l'arrêt dit carrément, ordonne la liberté de M. Souleymane Traoré, conditionnée au paiement de la somme de 30 milliards. On est à ce niveau dans ce dossier-là. Monsieur Touré, juste, puisque vous parlez de caution, beaucoup s'interrogent aujourd'hui dans la rue, caution pour libérer, caution pour faire ceci. Et pourquoi ces cautions? À quoi servent ces cautions? La caution, c'est le législateur qui l'a prévu. C'est textuel et c'est légal. D'accord? La loi dit, lorsque un individu est reproché d'une infraction et que les juges veillent le mettre en liberté, ils peuvent le soumettre à plusieurs obligations, notamment l'obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit plusieurs choses. Ça peut garantir un éventuel remboursement des victimes. Dans nos différents dossiers, c'est l'État. Ça peut garantir les frais de procédure. Ça peut garantir le maintien de l'individu inculpé à la disposition de la justice. Voyez-vous? Et cette caution n'est pas payée entre les mains de la CRIEF. La caution est payée à la Banque centrale, dans un compte ouvert au nom de la CRIEF, mais à la Banque centrale. C'est versé là-bas. Et chaque fois que cette caution est versée, c'est le reçu qui vient au niveau du chef de greffe de la CRIEF. Et la caution, lorsqu'il y a jugement et que l'individu est déclaré non coupable, la caution lui sera intégralement remboursée, retournée. Pas remboursée, mais retournée. Parce que rembourser suppose que vous l'avez utilisé et que vous cherchez ailleurs pour le lui donner. Mais la caution lui sera intégralement retournée. Lorsque vous êtes déclaré coupable en définitive, parce qu'il y a beaucoup plus d'instances, cette caution va servir d'un début de paiement pour les cas de dédommagement et des amendes éventuelles qui seront fixées. Voici le cas des cautions. Et c'est les juges qui le fixent, ce n'est pas le procureur.
Monsieur le procureur, comme on parle d'argent, on aime beaucoup l'argent. Depuis que vous avez commencé à inculper des personnalités qui ont mal utilisé les biens publics, est-ce qu'il y a eu des fonds qui déjà recouvrés par la CRIEF? Parce que dans les coulisses ou dans les cafés, on entend que telle personnalité a été convoquée par la CRIEF, elle a payé tel montant. Pourquoi, par exemple, c'est autour de lui, il y a l'accalmie en attendant son procès? Est-ce qu'il y a eu cela? Ensuite, à quand la première audience publique organisée par la CRIEF? Parce que beaucoup attendent que ceux qui croupissent aujourd'hui en prison soient cités, qu'on les invite, qu'on fasse le procès pour savoir s'ils sont coupables ou s'ils ne sont pas coupables. Bien. Les cautions qui sont payées, comme je vous l'ai dit, ce sont des cautions qui ne rentrent pas dans le fonctionnement ni de l'État ni de la CRIEF. C'est stocké dans un compte et la gestion, c'est les juges qui vont en décider à l'issue de la procédure. Mais est-ce qu'il y a un montant connu aujourd'hui? Mais ce que je peux vous dire, et qui est retourné dans les caisses de l'État, c'est la somme de 15 milliards, parce que là, la décision est tombée, saisie dans les comptes d'un directeur administratif et financier, en l'occurrence celui de la Cour constitutionnelle. Ça a été saisi au profit de l'État. La décision, elle est claire, au profit de l'État. Donc, chaque fois qu'on n'est pas encore à cette étape, ce ne sera pas au profit de l'État. C'est quand la décision est définitive que ça sera saisi au profit de l'État. Mais par rapport aux cautions en nature et en espèces, on peut aller, par exemple, jusqu'à une quarantaine de milliards. Parce qu'il y en a pour payer la caution, parce que la loi le dispose aussi ainsi. La loi dit que les gens, en fonction des appréciations des juges, ils peuvent payer les cautions soit en espèces, soit en envoyant un bien ayant une valeur égale à la caution qui a été demandée. Donc il y en a qui mettent en gage ou qui déposent leur titre foncier sur des immeubles qui ont fait l'objet d'une expertise et que les experts disent également que oui, tel immeuble vaut telle valeur. Donc c'est comme ça, nous sommes à une quarantaine de milliards. À vous écouter, monsieur le procureur. La deuxième question, la première audience publique. Mais il y a eu des audiences déjà depuis le 10 avril, on est en train de faire des audiences. Il y a des audiences publiques, les journalistes, peut-être qu'il y a des journalistes ici qui ont assisté à des audiences à la CRIEF parce que c'est ouvert, c'est public. Peut-être que ce que vous appelez audience, ce n'est pas encore venu parce que des personnalités que vous attendez n'ont pas encore comparu devant la CRIEF. Mais ce que j'ai pu vous dire, la procédure, monsieur l'agent judiciaire avait commencé à l'expliquer, elle est un peu complexe. Nous sommes en enquête financière, ça ne tombe pas ex nihilo. D'accord? Il n'y a que les juges d'instruction travaillent. Quand les juges d'instruction finissent tout ce qu'il y a comme investigation, ils transmettent au parquet pour avis. Le parquet prend ses réquisitions, on retourne aux juges et ils prennent leur ordonnance et on envoie devant la chambre de jugement. C'est en ce moment que le jugement commencera. Mais je vous assure déjà que les dossiers sont en train d'être jugés. Les jugements ont commencé il y a longtemps et c'est public. Parce que l'État aussi s'est constitué partie civile dans ces procédures. Oui. Donc, régulièrement, les informations me sont remontées par mes avocats. Beaucoup de personnes poursuivies sont à date interrogées au fond. Et lorsque des personnes poursuivies sont détenues et que la juridiction d'instruction a fini son travail, forcément, il faut que monsieur le procureur fasse programmer le dossier. Donc, devant la juridiction de jugement. Et j'estime que bientôt, certaines personnalités que vous attendez comparaîtront devant les juridictions de jugement. La spoliation des biens de l'État. Tout récemment, vous avez récupéré beaucoup de domaines de l'État, mais autour de certains dossiers, il y a du bruit. La résidence 2000, la résidence de l'ancien chef de file de l'opposition, la résidence du président de l'UFR et tant d'autres, et aussi la ferme de Caporo. Dites-nous, quelle est la situation réelle de ces domaines? Pourquoi il y a du bruit? Mais vous savez, l'État, dans son droit régalien,
peut reprendre ce qui lui appartient. Dans ces dossiers, c'est ce qui est intervenu. Alors, les personnes qui s'estiment lésées par ces actes du pouvoir central peuvent, et c'est leur droit, saisir les juridictions compétentes. Et actuellement, ces procédures sont pendantes devant les juridictions compétentes. Elles suivent leur cours normal. Et je le disais tout à l'heure. Cours normal, vous pensez, est-ce qu'une cours normale, est-ce que ça poursuit le cours normal pendant que il y a chez Cellou Dalein Diallo, par exemple, une école qui sort de terre, et de l'autre côté, chez Sidia Touré, la maison elle est donnée au BGDA. Le dossier est pendant devant la justice. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas attendre? Attendez. Oui. Ce dossier n'est pas allé directement devant le juge du fond. Il vous souviendra qu'il y a une procédure de référé dans cette affaire. Et dans cette procédure de référé, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de la question qui lui avait été soumise. C'est un acte administratif. Donc, le juge civil est incompétent, n'est-ce pas, pour en connaître. Oui, mais est-ce que l'État devait se préciter pour aller investir? Oui, mais attendez, la décision de référé étant exécutoire, quand la décision est tombée, l'État était déjà actif. Parce que un bien qui appartient à l'État est un bien qui ne peut pas faire l'objet. Je veux parler d'un bien du domaine public. Donc ça veut dire que lorsque vous dites S'il vous que plaît, le dossier est pendant, laissez-moi vous il suit répondre. son cours normal, Oui, ça veut dire oui, que... oui, mais après, c'est après que le juge du fond, c'est après que le juge du fond a été saisi. Mais après le référé, l'État ayant récupéré, n'est-ce pas? Donc le cours a été interrompu. Pas interrompu. Il y a eu deux procédures. Si vous me suivez, peut-être que vous allez comprendre. La procédure de référé est différente de la procédure du fond. La question de propriété ne peut pas être portée devant le juge des référés parce que sa décision a un caractère provisoire. C'est le juge du fond qui est compétent pour se prononcer sur une question, n'est-ce pas, de propriété, donc qui est une question du fond. Donc quand cette procédure de référé intervenait, le juge du fond n'était pas saisi. Donc quand le juge de référé renvoie quelqu'un, c'est qu'il a perdu le procès devant le juge des référés et son ordonnance est exécutoire. Donc l'État a repris ce qu'il estime lui appartenir. Donc la faute n'a pas, dans le mode d'acquisition, oui, la règle n'a pas été respectée. Très bien. Vous savez, l'article 101 du Code foncier et domanial de 92 de la République de Guinée est très clair. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Ça veut dire que un bien du domaine public ne peut pas être cédé. Et quand il est cédé, c'est comme s'il n'y a jamais eu cession. Faites 1000 ans, n'est-ce pas, d'occupation. Quand il plaira à l'État de reprendre un tel bien, il le reprendra. Mais il y a une exception à cela. C'est une condition préalable indiquée pour l'acquisition d'un tel bien, indiquée à l'article 113 du même Code foncier et domanial. Un bien du domaine public, pour pouvoir être cédé par l'État, il faut qu'il quitte le domaine public pour entrer dans le domaine privé de l'État. Ce qui n'a pas été le cas. Et par un décret du chef de l'État. On appelle ça décret de déclassement. À date, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà.
Monsieur le procureur spécial, aujourd'hui, vous êtes investi de la confiance des autorités de la transition. L'objectif, c'est l'avènement de cette Guinée nouvelle. Aussi, cette population qui commence déjà à prendre conscience du rôle que joue la CRIEF fonde un grand espoir en votre institution. Quel est le message, quelle est la garantie que vous pourrez donner et aux autorités et à la population pour vraiment aider la Guinée à faire bonne figure dans le Conseil des Nations? Bien, la première garantie, elle a été déjà donnée parce qu'elle figure dans les actes de création de la CRIEF. Parce que là-bas, la première garantie, c'est une justice égalitaire. Il n'y a pas d'immunité devant la CRIEF. Il n'y a pas à dire tel est un ministre, tel autre est député, tel autre est notaire, tel est avocat. On ne peut pas le poursuivre sans passer par une procédure préalable. Non. Si vous vous rendez coupable ou bien vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction relevant de la compétence de la CRIEF, on ne regardera plus le titre que vous avez. On vous poursuivra directement. Donc c'est une garantie de justice égalitaire. Lorsqu'on dit que tout le monde ou tous les citoyens sont égaux devant la loi, la matérialisation de cela, c'est devant la CRIEF. Deuxièmement, devant la CRIEF, aucun prévenu ne comparaît sans avocat. La loi dit si vous n'en avez pas, l'État vous en commet un, mais vous ne serez jamais, mais jamais jugé sans avocat. Voyez-vous jusqu'à quel degré on va? Et là-bas, il y a, dans les juridictions similaires à caractère répressif, économique et financier, il n'y a pas un double degré de juridiction. Et au niveau de la CRIEF, on a un double degré de juridiction. C'est-à-dire, il y a la chambre de jugement et il y a la chambre des appels. Il y a la chambre de l'instruction et la chambre de contrôle de l'instruction. Si vous n'êtes pas d'accord en instance, vous partez au second degré pour dire « je ne suis pas d'accord », on reprend. Ça, c'est dans l'idée qu'on ne vous fasse pas de l'injustice. Et toutes les formations sont collégiales à la CRIEF. On ne juge jamais seul. Vous jugez au moins à 3, au moins. Voyez-vous quelle garantie de justice égalitaire ça donne? Maintenant, la garantie par rapport aux personnes qui animent la CRIEF, nous pouvons garantir que les compétences qui sont au sein de la CRIEF peuvent faire en sorte que la CRIEF puisse atteindre ses objectifs. Et au niveau du parquet et au niveau du siège. Le président de la CRIEF, vous le connaissez, c'est un magistrat aguerri. Il est membre, magistrat qui siège à la commission de recours de l'OAPI au Cameroun. Donc c'est un magistrat international. Il le sait, il sait ce qu'il fait. Le parquet est dirigé par un procureur spécial qui a des spécialités en termes de recouvrement des avoirs criminels et en matière de poursuite des infractions à caractère économique et financier. On a des diplômes dans ce cadre-là, les substituts que nous avons, les magistrats qui animent le siège également, ont des compétences avérées en matière d'enquête financière. Donc c'est une garantie qui est donnée à la population par rapport à la réussite de la CRIEF. L'autre côté, je vais terminer, c'est par rapport à l'adhésion de la population. Ce que nous demandons à la population, c'est d'avoir foi en la CRIEF. C'est vrai, il y a des actes impopulaires qui vont être posés, c'est clair, parce que la réforme a un coût. La réforme a un coût. On est resté longtemps dans cette obscurité. Les actions de la CRIEF vont toucher des intérêts, mais ce sont des intérêts particuliers, ce sont des intérêts égoïstes. La population n'a qu'à accepter que ces intérêts égoïstes s'effacent devant l'intérêt collectif et qui pourra être bénéfique pour le peuple de Guinée. C'est tout, ce n'est qu'à ça qu'on aspire. Est-ce qu'il y a déjà des impacts de vos actions en termes de recouvrement des biens spoliés, ainsi de suite, les chiffres? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Bon, en termes de chiffres, je vous ai dit tout à l'heure, à une des questions de M. Kendessa, je vous ai dit qu'on a opéré une saisie de 15 milliards. Voyez-vous, 15 milliards, 12 milliards sur les comptes d'un seul individu, franc guinéen. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Un DAF. Et il y a plusieurs personnes comme ça sur lesquelles on est en train d'investiguer. Mais ça a été saisi au profit de l'État. Et lorsque les saisies qui ont été opérées, parce qu'on a fait plusieurs saisies, les saisies qui ont été opérées vont faire l'objet de jugement, toutes ces saisies-là vont, je suis sûr, à 95%, que c'est des choses qui vont revenir
à l'État. Mais puisqu'on est en processus, déjà en procédure, je ne peux m'affirmer dessus. Mais la CRIEF a des impacts, non seulement en termes de recouvrement des avoirs criminels, mais aussi en termes de mentalité, en termes de prévoyance, en termes de... Il y a l'épée de Damoclès qui est sur la tête même des dirigeants actuels pour dire attention, je dois faire beaucoup attention parce que si je fais mal, la CRIEF est là. Oui, une dernière question avant de passer la fond, parole au public. Parce qu'aujourd'hui, on estime que vous poursuivez parfois le vent et la justice, vous l'avez dit, la poursuite, c'est vraiment l'épreuve. D'aucuns pensent aujourd'hui que vous poursuivez des gens sans preuve. Ceux qui sont en prison, les preuves sont vraiment tangibles en Guinée ou à l'extérieur. Il y a les preuves partout. Il y a les preuves partout. Mais puisque ce n'est pas devant les journalistes que je vais les exposer, il y a une audience qui va être organisée, au cours de laquelle je vais exposer mes preuves. Vous n'êtes pas des juges. Il n'y a que les juges qui peuvent apprécier la valeur des preuves que moi je vais apporter. Encore que ce que les gens doivent comprendre, beaucoup sont peut-être s'intéressent à la justice, mais peu savent ce qu'il y a dedans. En justice, la loi dit que même s'il y a des indices, moi je peux poursuivre en tant que procureur. Des indices qui n'ont pas encore atteint le stade de preuve. C'est des indices. Après les indices viennent les charges. Après les charges viennent les preuves. Voyez-vous, mais la loi me confère la possibilité, lorsque j'ai des indices, c'est-à-dire que même par simple dénonciation qui constitue un indice, je peux poursuivre. L'évolution de la procédure fera que les indices se transforment en charges, qui se transformeront à l'avenir en preuves devant les juges. Et ça, je vous le rassure qu'il y a des preuves. Voilà. Le dossier de la semaine donne à présent la parole au public. Moi, je suis Mohamed Bangoura, je suis reporter culturel à la RTG Coloma. Ma question, justement, c'est par rapport à la déclaration des biens des membres du gouvernement. Parce que monsieur le procureur a dit ici que personne ne sera protégé. Alors, à date, est-ce que vous avez demandé au Premier ministre, n'est-ce pas, de dire à ses ministres de déclarer leurs biens? Merci. Bon, la question de déclaration des biens n'est pas de la compétence de la CRIEF. D'accord? La question de déclaration des biens, c'est soit devant le CNT ou bien devant la Cour des comptes, mais ça ne regarde pas d'abord la CRIEF. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les indices de commission d'infraction. Et lorsque ces indices sont avérés, nous engageons les poursuites. Sur la question, vous devez comprendre que nous ne sommes pas dans un régime constitutionnel. Nous sommes régis par ce qu'on appelle la charte de la transition. On ne peut pas contraindre quelqu'un pour ce que la loi n'a pas prévu. C'est notre loi fondamentale, la transition. J'ai parcouru cette charte-là du début à la fin. Je n'ai vu nulle part que les dirigeants actuels sont astreints à la déclaration de biens. Voilà. Ça peut être facultatif, peut-être. Mais légalement parlant, si ce n'est pas fait, il n'y a aucune contrainte. Mais il y a des mécanismes de contrôle de leur gestion. Absolument. Oui, oui. Et la Cour des comptes est là, qui veille sur ce que font les comptables publics. Mais en amont, la Cour des comptes, c'est en aval. Mais en amont déjà, il y a l'inspection générale d'État et il y a les inspections sectorielles, les services d'inspection sectorielle qui existent dans certains ministères, comme au ministère de l'économie et des finances et d'autres départements, et dans d'autres départements ministériels. Je suis Roger Loua, journaliste de West Africa TV. Dans votre intervention, Maître Sampil, vous avez évoqué que vous accompagnez le président de la transition dans ses actions. Également, vous avez dit que vous avez une pression vraiment concernant les 75 dossiers que le président vous a confiés. Est-ce que vous pouvez rassurer la population que vous travaillez en toute indépendance? Quand je parle de pression, je précise. Je veux parler de la pression du travail. Aussitôt installé,
aussitôt à la tâche. Mais une tâche, je dirais, surabondante. Des dossiers volumineux. Des fois, on travaillait jusqu'à date. Chaque week-end, il faut travailler. Je ne dis pas que le président, n'est-ce pas, me dit de poursuivre telle ou telle personne. Rassurez-vous, à ce niveau, mon indépendance est là. C'est moi qui examine. Lorsque j'estime qu'il faille, n'est-ce pas, saisir la juridiction compétente d'un dossier, je le fais et je rends compte au chef de l'État qui est, n'est-ce pas, ma hiérarchie. Bonsoir, moi c'est Moussa Fofana, journaliste à l'Évasion. Vous avez abordé la question de sécurité de ceux qui ont été détenus. Personnellement, le cas de Lonseni, il y a beaucoup d'explications qui ont été données. Mais ceux qui ne savent pas, du côté de la population, beaucoup se disent que les gens sont en prison, ils ne sont pas protégés. Aujourd'hui, quel est votre message particulier par rapport à la protection de ces détenus? Bien, je vous remercie. Il faut comprendre que la justice, elle est humanitaire avant tout. La justice, notre département s'appelle Département de la justice et des droits de l'homme. Le législateur a aménagé dans le Code de procédure pénale tout ce qu'il y a comme atout, tout ce qu'il y a comme droit des personnes inculpées. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand une personne inculpée, par exemple, souffre d'une quelconque pathologie, la loi dit qu'il a la possibilité de dire au juge, je suis malade, je veux avoir des examens médicaux par-ci, par-là. On est allé jusqu'à demander à des inculpés, c'est vrai, vous avez produit des documents médicaux que vous êtes malade, nous voulons prendre une ordonnance au fin de vous hospitaliser. Vous voulez être hospitalisé dans quel hôpital en Guinée? On est allé jusqu'à leur demander, votre médecin traitant est où? Pour que le juge dise qu'on vous hospitalise à tel endroit. Tout ça, c'est pour veiller à ce que leur santé ne soit pas précaire. C'est pour veiller... Pardon? Ça ne peut être qu'en Guinée. L'hospitalisation n'est possible qu'en Guinée. Mais la possibilité, c'est ici d'abord. S'il y a des possibilités qu'on ne puisse pas, à l'appui, qu'on ne puisse pas les traiter ici, les juges examineront les modalités de son évacuation. Mais les moyens de bord d'abord, c'est les institutions sanitaires de notre pays. Il faut privilégier. Parfois, si on est dans les dilemmes, on leur demande, votre médecin traitant se trouve où? Vous préférez quel établissement hospitalier? On les envoie là. Donc, c'est pour garantir leur santé également. Les personnes, c'est vrai, elles sont en porte-à-faux avec la loi, mais c'est des personnes qui ont des droits qu'il faut respecter. Et nous, nous veillons à cela. Tous les détenus qui ont demandé ou qui ont dit qu'ils sont malades, qui ont envoyé des documents à l'appui, si les magistrats de siège sont convaincus par rapport à cela, ils prennent une ordonnance aux fins d'hospitalisation ou bien ils prescrivent un régime médical carrément pour ces détenus. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Aucun n'a été refusé par rapport à un examen médical quelconque. La loi même dit que ça peut être d'office. Quand le juge lui-même constate que oui, cet inculpé est en train de manifester des signes de faiblesse, il est faible, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela, le juge pense qu'il faut lui prescrire un examen médical d'office, sans même que ce soit lui qui demande. Le juge peut lui ordonner, peut ordonner à ce que les médecins l'examinent et disent qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. Donc il y a cette garantie vraiment de respect des droits des personnes qui sont inculpées. Je réponds au nom de Diallo Abdelkarim. Je suis étudiant juriste en formation, en passage de licence 3. Alors, ma question est adressée à l'agent judiciaire de l'État, à la personne de Maître Sampil. Il fut un moment, nous avons eu à voir sur la radio-télévision guinéenne, sous le leadership de son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, la vente aux enchères de quelques véhicules de l'ancien régime. Alors, je voudrais savoir à quel niveau se situe cette vente et l'argent de cette vente servira à quoi? Déjà, je commence par votre dernière question, ou le dernier volet de votre question. Vous avez suivi le président, il a dit
que cet argent profitera aux Guinéens. Il y a des projets prioritaires qui pourraient peut-être être alimentés à travers les fonds générés. Mais tel que cela a été organisé, je réponds maintenant à l'autre volet de votre question, a été organisé au niveau de la présidence. C'est la direction générale des douanes qui a été chargée de ça, avec l'accompagnement d'un huissier de justice. À date, je ne pourrais pas dire à quel niveau se trouvent ces opérations, n'est-ce pas, de vente. Mais je sais qu'elles sont en cours et qu'il y a eu beaucoup de preneurs pour certains véhicules. Moi, je réponds au nom de Pépé, Weta Kogomou. Moi, ma question s'adresse à M. Touré. Bon, par rapport au combat que vous menez, par rapport pour la moralisation de la gestion publique, il arrive de fois qu'il y a des soupçons. Lorsque quelque part, je me reproche de quelque chose, je me dis, attends, je vais m'approcher pour que je puisse vraiment payer en coulisses. Est-ce que oui, cela se passe un peu à la CRIEF pour dire que oui, je me reproche d'une mauvaise gestion. Donc, par conséquent, il serait préférable que je m'approche de la CRIEF pour pouvoir vraiment négocier et je puisse vraiment payer. Et si oui, comment cela se passe? Bien, je vous remercie. En fait, il a raison. C'est bien de dire des choses comme ça. On n'est pas contre ça, hein, rassurez-vous. Il chahutait juste par rapport à ça. Mais toutes les personnes qui savent qu'elles se reprochent d'un détournement, qu'elles se reprochent d'une gestion calamiteuse, ou qui savent qu'ils se sont enrichis illicitement, si elles viennent d'elles-mêmes devant la CRIEF pour nous déclarer ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont détourné, on trouvera un mécanisme pour voir comment il faut régler sa situation. Mais ça ne sera pas dans le bureau du procureur spécial, ça ne sera pas dans le bureau du président, ça sera en connivence avec l'agent judiciaire de l'État, qui est le représentant légitime de l'État dans ces différentes procédures. Il y a eu des cas comme ça qui sont passés au Cap-Vert. Des gens ont détourné des biens publics. Lorsque la lutte contre la spoliation a commencé, beaucoup sont venus de présenter. On leur a dit, mais attention, vous avez présenté 6. Si nous vérifions, on trouve que c'est 8, vous irez en prison. Ils prennent l'engagement sur l'honneur que c'est 6. Si on vérifie que c'est 6, alors on prend 5, on lui retourne 1 et on verse ça dans le portefeuille de l'État. C'est des possibilités qui s'exercent, mais ce n'est pas en venant négocier, comme vous l'avez dit, avec un parfum de corruption pour dire... Non, il y a des gens qui ont essayé, pas au niveau de la CRIEF, mais au niveau des policiers, des officiers de police judiciaire. Vous connaissez aujourd'hui leur sort. Ils ont été directement trimballés en prison. Ils sont venus juste pour demander s'ils peuvent payer l'argent pour que leur grand frère, leur oncle puissent sortir de la garde à vue. Quand les gendarmes m'ont informé, j'ai dit, mais approchez-les. L'argent qu'ils ont payé, eux aussi, on les a tous déférés au parquet. Ils ont été déférés à la maison centrale. L'argent est placé sous scellé. Voyez-vous? Mais ceux qui pensent qu'ils ont détourné, s'ils viennent déclarer qu'eux-mêmes ils ont détourné, on vérifie que ce qu'ils ont détourné, c'est cela, on trouvera un mécanisme de règlement en rapport avec l'agent judiciaire. C'est cela. Parce que l'idée, c'est quoi? Ce n'est pas de voir les gens croupir dans les prisons. C'est vrai, on veut corriger. Mais quand les gens d'eux-mêmes viennent pour déclarer qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, on peut, la justice, montrer le visage humain, appeler l'agent judiciaire, tel est venu se déclarer, voici ce qu'il a envoyé, et on continue les investigations. S'il se trouve que c'est effectivement ça, en rapport avec l'agent judiciaire, ils vont s'entendre là-bas. On appelle ça le règlement amiable. Et nous, on ne fera que aller dans le sens de ce qu'ils ont dit, donc accepter tel que l'arrangement a été fait entre le suspect et l'agent judiciaire. Voilà, c'est comme ça. Oui, une voix féminine pour terminer. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Moi, je me nomme Doré Paula.
je suis journaliste aussi. J'ai une inquiétude. C'est par rapport aux appels de la CRIEF. Puisque les appels, j'ai remarqué qu'on n'intéresse que les civils, les cadres qui sont civils. Et jusque-là, vous n'avez pas encore appelé les forces de l'ordre et de la défense. Qu'advient ceci? Peut-être ceux-ci n'ont pas encore détourné, ou bien peut-être que nous sommes dans une transition militaire ou quoi. Je veux savoir. Je reviens encore sur les actes qui créent la CRIEF. La CRIEF ne fait pas de distinguo entre tel ou tel, ne fait pas de différence entre civil et militaire. Non, madame. La CRIEF, je vous assure que c'est une justice égalitaire. À date, nous avons 2 officiers qui sont poursuivis. L'un est douanier, l'autre est militaire. Voyez-vous? Donc ce n'est pas que les civils seulement qui sont poursuivis devant la CRIEF. Il y a des corps habillés qui sont poursuivis et il y a le cas d'un policier en téléchargement. Donc c'est au niveau des officiers de police judiciaire. On est en train de travailler parce que c'est le travail à la base qui se fait. Après, on examine est-ce que les indices sont suffisants pour engager des poursuites. Donc on ne fait pas de distinguo entre civils et militaires. Tout dépend des dénonciations, des plaintes que nous recevons ou même des saisines d'office. Parce que nous lisons beaucoup les journaux. Aujourd'hui, sur les 80 dossiers, je puis assurer que, à part l'agence judiciaire de l'État, le principal pourvoyeur, c'est la presse. Parce que je lis dans la presse. J'ai un groupe qui lit la presse écrite, un autre groupe qui lit la presse en ligne, et un autre groupe qui suit la presse audio pour nous envoyer des informations et des dénonciations. Nous fonctionnons comme ça. Donc, il n'y a pas de distinguo. Voilà. Bien. Monsieur Touré, pour terminer, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs? Je voudrais dire aux téléspectateurs que les actions de la CRIEF est une juridiction qui n'est pas créée contre un individu, qui est créée pour le bien de la République de Guinée. Si vous imaginez dans un pays depuis plus de 30 ans, il n'y a pas une juridiction chargée de punir les comportements délictueux relatifs au détournement de deniers publics et qu'on crée cette juridiction en aval, ça fait des problèmes. Nous sommes conscients que nous n'opposons pas des actes populaires, nous en sommes conscients, mais ce n'est pas dirigé contre un individu, c'est dirigé contre tous ceux qui pensent qu'ils ont spolié un petit bien de l'État et qui rentrent dans les compétences de la CRIEF. Et cet engagement, nous l'avons de bout en bout. Nous ne fléchirons pas tant que nous constatons des détournements de deniers publics, tant que nous constatons des cas d'enrichissement illicite de la part de nos agents publics, tant que nous constatons des cas de corruption avérés, la CRIEF va continuer de travailler et je demanderai au peuple de Guinée que la CRIEF est créée non pas contre les personnes, mais contre les comportements délictueux. Voilà, je vous remercie. Bien, monsieur le gardien des biens publics, certainement vous avez un message surtout à l'endroit des gestionnaires actuels. Tout à fait. Mais avant de lancer un message aux gestionnaires actuels, je voudrais dire à nos compatriotes que notre pays, la République de Guinée, est comme un grand malade. Et pour soigner un grand malade, il faut une thérapie de choc, comme le disent les médecins. Tout le monde parle du Ghana avec capitaine Jerry John Rawlings. Tout le monde parle du Cap-Vert, 2 pays en Afrique de l'Ouest qui ont réussi leur transition et qui sont cités en exemple aujourd'hui dans le monde. Mais demandez aux Ghanéens quelle transition ils ont vécu sous le capitaine Jerry John Rawlings. Personne n'était épargné. En Guinée, c'est pareil. Hier, on disait que c'est un camp qui était chassé. Aujourd'hui, on dit que c'est un autre camp. C'est dire que le chef de l'État n'a que le souci du pays. Il n'est candidat à rien, c'est affirmé dans la charte de la transition. Il l'a dit et redit, lui et ses compagnons du CNRD. Donc, ils n'ont aucun souci d'être élus prochainement. Donc, ce qui les intéresse,
c'est l'assainissement de la Guinée dans tous les domaines. Et je souhaiterais que nos compatriotes acceptent de l'accompagner, n'est-ce pas, sur ce chemin. Parce que s'il ne le fait pas, quoi qu'on dise, quelqu'un d'autre peut-être le fera. Parce que personne que je sache, aucun Guinéen ne souhaite l'échec de cette transition. Oui, oui. Nous voulons qu'elle soit la dernière. Mais pour qu'elle soit la dernière, il nous faut qu'on puisse soigner la plaie de notre pays qui est vraiment une gangrène. Et pour soigner une gangrène, ce n'est pas, n'est-ce pas, en caressant le patient, oui. Il faut qu'il sente la douleur. Bien. En ce qui concerne l'assainissement, j'en viens, économique et financier, la moralisation de la vie publique, c'est dans l'intérêt de la Guinée, des Guinéens. Moi, j'ai la ferme conviction que bientôt, les Guinéens verront les retombées positives de la situation en cours. En ce qui concerne la récupération aussi du patrimoine immobilier de l'État, c'est dans l'intérêt également de la Guinée. C'est l'État qui doit construire les hôpitaux, les infrastructures hospitalières. C'est l'État qui doit construire les infrastructures sportives. C'est l'État qui doit construire les espaces, les aires de jeu pour la population. Ça n'existe pas. Oui. Vous voyez les enfants qui jouent dans la rue, à Kaloum. Et pour matérialiser, tout cela, je pense que les gestionnaires actuels ont un rôle fondamental à jouer. J'en venais. Oui, puisque il faut gérer le temps. Il faudrait que les gestionnaires actuels oublient leurs personnes pour ne regarder que la Guinée. Tout le monde, nos enfants, nos jeunes, vont mourir en Méditerranée ou qui veulent aller aux États-Unis, passent par le Mexique, où ils se font tuer. Ils seront épargnés? Pardon? Est-ce qu'ils vont être épargnés? Les gestionnaires... Non, ils ne seront pas épargnés, mais je veux leur dire que s'ils travaillent bien, ils seront récompensés positivement. Ceux qui travailleront mal seront récompensés également, mais négativement. Et personne ne doit oublier que ses propres actes d'aujourd'hui pourront le rattraper même en 50 ans ou plus, parce qu'il vous l'a rappelé, la CRIEF, le principe, c'est l'imprescriptibilité, n'est-ce pas, des infractions. Donc vous pouvez commettre une infraction aujourd'hui, vous en tirez pour quelques années. Bien. Mais quand c'est découvert plus tard, vous serez poursuivi. Donc les Blancs ont travaillé chez eux, leurs dévanciers se sont sacrifiés. Il faut que maintenant, je dis bien maintenant, que nous acceptions de nous sacrifier pour notre pays, pour que cette transition que nous souhaitons, n'est-ce pas, être la dernière, soit une transition qui sera un levier pour l'amorce du développement de la Guinée dans tous les domaines. Bien. Donc c'est ce message que j'ai à leur adresser. Merci beaucoup. L'engagement collectif pour la réussite de la transition. Nous parlions dans cette émission ce soir de la moralisation de la gestion publique avec pour invité l'agent judiciaire de l'État, Maître Mohamed Sampil, et le procureur spécial de la CRIEF, M. Ali Touré. Merci d'être venu dans cette émission. Nous disons merci à nos confrères Daouda Mohamed Kamara de Espace TV et Kendessa Diallo de Dine News. Merci d'être venu, mon cher ami. Merci aux téléspectateurs. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.